du jour. Et donc, effectivement, à 10h45, normalement, on en aura fini. Tout à la fin, je vous solliciterai très rapidement aussi, d'une part pour savoir ce que vous en avez pensé. Ces feedbacks-là sont intéressants pour nous. Et puis, vous l'avez peut-être compris, dans la proposition de Réveil RH, l'idée, c'est qu'on soit ensemble à décider également des sujets qu'on pourra traiter dans les prochains webinars, dans les prochaines visioconférences, pour que ça soit au plus juste par rapport à vos attentes. Et donc, on vous demandera de voter sur un certain nombre de sélections de sujets qu'on a faites déjà, et sur lesquels, évidemment, on ira en priorité vers les sujets qui font le plus l'unanimité dans les besoins, dans les attentes des participants. Voilà pour le cadre général. Et donc, si ça vous va, on va passer directement sur le sujet, à savoir la FEST, ses origines et sa philosophie. Comme je l'expliquais très rapidement pour ceux qui nous ont rejoints, il y a un premier temps qui est plutôt sur cette partie expertise, théorie de la FEST. N'hésitez pas bien sûr à solliciter si vous le souhaitez en levant la main, comme vous savez sûrement le faire dans Teams, ou en posant des questions dans le chat. Mais on aura aussi un temps en fin de conférence pour échanger en petits groupes d'une part, et puis avec moi pour répondre à vos questions concrètes d'autre part. Donc en quelques mots, la FEST, d'abord, ça vient d'un chiffre, si on devait le dire comme ça, un chiffre de 70%. Si vous n'en avez qu'un à retenir sur la FEST, c'est celui-ci. En fait, ce n'est pas un chiffre qui est lié à la FEST, c'est un chiffre que ceux d'entre vous qui sont dans la formation de métier connaissent, qui peut d'ailleurs prêter à débat, mais sur le principe, ça permet de retenir un élément important. C'est-à-dire que 70% des apprentissages professionnels se réalisent dans un cadre opérationnel. C'est une étude de McCall, Eichinger et Lombardo, qui date un petit peu, mais qui nous rappelle que là où on apprend le métier, pour faire simple, là où on apprend les tâches du quotidien, c'est avant tout à son poste, c'est avant tout dans son quotidien professionnel. Et d'ailleurs, c'est pourquoi dans la formation, très souvent, la formation en centre de formation, dans des organismes de formation, on va essayer de tendre, évidemment aussi, sur des choses qui soient les plus pratiques possibles. La théorie a évidemment tout un tas d'intérêts, mais de se rappeler que 70% des apprentissages professionnels se réalisent dans ce cadre-là, c'est une des philosophies, un des points de départ de la FEST. Et c'est vraiment comme ça que l'action de formation en situation de travail a fait, pour ceux qui n'avaient pas encore eu l'occasion de connaître ce nom. Attendez, il faut que je recoupe un petit micro. Hop. Excusez-moi. Voilà, l'action de formation en situation de travail part vraiment de cette philosophie-là, de ce constat-là, de dire que c'est au poste, c'est dans son quotidien de travail qu'on va le mieux pouvoir développer ses compétences. Donc le modèle que j'évoquais à l'instant, c'est le modèle qu'on appelle des fois le modèle cross-learning, le modèle 70-20-10, qui nous rappelle que voilà, on a en gros 70% des expériences et des pratiques qui permettent d'apprendre, le développement des compétences on the job, 20% qui vont être dans l'échange de pratiques, ce qu'on va aussi expérimenter un petit peu tout à l'heure en sous-groupe, et 10% dans la partie qui est marquée ici éducation, qui serait plutôt cet apport théorique d'expertise, qui est là en général aussi pour tapisser, pour permettre de bien comprendre là où on en est, mais qui représente en termes d'apprentissage, en termes de développement des compétences, un apport minoritaire par rapport aux 70% ou aux 20%. Une fois qu'on a dit ça et qu'on part du principe effectivement que pour la FEST, c'est un socle de démarrage, d'ailleurs qu'on retrouvera dans d'autres typologies de formation au poste, de formation en interne, au sein d'une entreprise ou d'une structure, mais la FEST est vraiment basée sur ce modèle-là. Et quand je dis qu'il y a d'autres éléments, la FEST d'ailleurs est quelque chose qui a déjà un petit peu d'ancienneté. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà pratiqué, entre autres autour de l'apprentissage, parce que très clairement, c'est la philosophie de l'apprentissage qui est réservée plutôt pour des populations plus jeunes, qu'on va tenter avec la FEST de développer à un public plus large. Et donc ça s'est fait en plusieurs étapes. D'une part, l'apprentissage en situation de travail qui s'est traduit après en organisation des apprentissages en situation de travail par étapes pour essayer de cadrer un petit peu mieux cette partie-là apprentissage. Mais la partie AFEST était d'abord, peut-être que certains d'entre vous l'ont d'ailleurs expérimenté ou on a entendu parler, c'est d'abord appelé la FEST. Bon, ça, c'est pas toujours très simple parce qu'entre la FEST avec le L apostrophe ou la version féminine, c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, si on est puriste, avant
la- le décret avant le texte de loi dont je vais vous parler juste après. On était dans un cadre expérimental qui s'appelait donc juste formation en situation de travail, qui a fait l'objet d'une expérimentation donc depuis 2015 avec un certain nombre d'OPCA à l'époque, qui a permis effectivement sur une cinquantaine d'entreprises de tester cette FEST, cette nouvelle modalité de formation en situation de travail, qui a donc du coup été traduite dans un texte de loi par l'AFEST, l'action de formation en situation de travail, avec quelque chose de beaucoup plus cadré au niveau du code du travail. Et donc très concrètement, si on est sur le code du travail justement, c'est passé parmi d'autres sujets dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, avec, concernant la FEST, un décret qui est sorti en décembre 2018 pour vraiment reconnaître cette modalité comme une action de formation reconnue voilà, par le Code du travail, avec des nouvelles possibilités, des nouvelles perspectives offertes pour les entreprises, mais également pour les formateurs internes, pour les apprenants, vraiment de valoriser les temps de formation en général jusqu'à présent informels. Très concrètement, les entreprises, les structures ont déjà en général des formations internes, des parcours d'intégration, des transmissions de compétences, des accords GPEC, tout un tas de choses qui vont permettre de développer, de cultiver les compétences en interne pour les transmettre à une autre personne au sein de l'équipe. Mais souvent, c'est informel ou peu formalisé, et ça ne permettait pas du coup de les reconnaître au sens développement des compétences, comme on peut le trouver par un centre ou un organisme de formation, par exemple. Et donc, ça va être ça un des enjeux de la FES, ça va être vraiment de rendre visible, de rendre formel ce qui est pour l'instant soit invisible, soit peu visible, et dans tous les cas, informel dans beaucoup de cas. Cette formation sur le tas, entre guillemets, parce que derrière sur le tas, il y a une réalité extrêmement différente. Vous aurez peut-être l'occasion d'en échanger quand vous serez en sous-groupe, mais dans ce grand panel de formation sur le tas, peut-être que certains d'entre vous ont des choses extrêmement déjà processées, extrêmement suivies, avec peut-être même la capacité de dire combien d'heures ont été réalisées, avec une évaluation des compétences, peut-être. En tout cas, les choses qui sont déjà en fait assez matures, assez avancées. Et peut-être certains d'entre vous, non, c'est beaucoup plus au feeling. Roger, il va former Julien, et puis ils vont avoir cette partie, on va dire, d'accompagnement en interne, qui va prendre une durée, peu importe d'ailleurs, on verra jusque quand ça nous emmène, mais à la fin, ça permettra en tout cas à Roger de transmettre, à Julien d'apprendre, mais qu'on soit sur des choses qui sont moins développées, moins processées, ou des choses qui sont beaucoup plus pointues et déjà effectivement cadrée, cette formation du coup entre guillemets sur le tas a la vocation à être professionnalisée dans le cadre de la FEST. Et comment ça va se faire? Je vais vous le préciser avec beaucoup plus de détails par la suite. Évidemment, en étant sur un travail sur le tas, sur le terrain, en situation de travail, évidemment, c'est l'essentiel, mais également pas mal d'engagement autour d'un référentiel de compétences, autour de séquences réflexives et d'une construction pédagogique un peu plus poussée, et également d'une reconnaissance de l'acquisition de compétences et bien sûr la traçabilité plutôt administrative. Donc ces ingrédients-là, vous les aviez peut-être déjà un peu, peut-être beaucoup, peut-être pas du tout, dans les formations internes qui existent au sein de vos structures. Mais l'idée, c'est qu'évidemment là, si on veut avoir la partie reconnaissance, entre autres, dans le cadre du Code du travail, eh bien, il va falloir bien sûr être professionnalisé sur l'ensemble de ces items-là. Encore une fois, éléments que je vais vous partager plus dans le détail dans quelques instants. Article de loi exact, il le spécifie comme ceci. Alors, on l'a un tout petit peu raccourci, mais vous le trouvez sans difficulté autour de l'article D73.3.2 du Code du travail. L'action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. D'ailleurs, au passage, c'est toutes les formations qui sont redéfinies par cette notion de parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel, peu que la partie AFEST. Ce qui est précisé, c'est une modalité importante, c'est qu'également ça peut être réalisé en tout ou partie à distance. Et c'est là où ça nous intéresse. Il est précisé également qu'elle peut être réalisée en situation de travail. Voilà le texte du Code du travail qui venant définir effectivement l'AFEST comme une nouvelle modalité reconnue par le joli livre rouge. Et donc ces formations en situation de travail, elles sont à la fois a priori une façon
d'appeler les entreprises à développer les compétences pour les salariés, mais il y a aussi des modalités pour les demandeurs d'emploi, sujet que je vais peu évoquer ici, parce que ça demanderait presque des modalités un peu spécifiques, qui ne sont pas le sujet du jour, mais si certains sont intéressés, vous aurez l'occasion de l'exprimer dans le questionnaire à la fin de la visioconférence. Toutefois, ça fait aussi le lien avec la notion d'organisation apprenante, c'est-à-dire aussi de rappeler à l'entreprise ce pourquoi elle est aussi destinée, à savoir le développement en général de ses équipes et entre autres sur cet axe compétences. Si on est un tout petit peu plus dans la définition de la formation, cette mise en œuvre d'une action de formation en situation de travail, elle doit comprendre plusieurs choses. À la fois la partie analyse de l'activité de travail, à la fois la désignation préalable d'un formateur qui va donc incarner le rôle de la transmission des compétences et également pour exercer une fonction tutorale. Et cette spécificité, peut-être spécificité parce que vous avez peut-être déjà pu échanger ou connaître ce sujet-là, autour des phases réflexives qui doivent être bien distinctes, bien séparées des moments de mise en situation de travail et vraiment destinées à comprendre, à prendre conscience en fait de là où j'en suis de mon parcours en tant qu'apprenant, ce que j'ai compris, ce que je n'ai pas encore compris, les enseignements que je tire de la situation de travail, et puis évidemment de manière tutorée, ce que je peux avoir observé en termes d'écart entre le niveau de compétence attendu et ce que je suis pour l'instant capable de réaliser. Évidemment, ces phases réflexives sur des parcours d'AFEST un petit peu longs, il va falloir stratégiquement bien les positionner pour effectivement la prise de conscience de cet apprentissage-là. Ça n'est pas que à la fin pour évaluer, même s'il peut y avoir aussi cet aspect-là, ça va être en tout cas sur des phases un petit peu plus longues, régulièrement proposées par le formateur, ça peut être également fait par d'autres personnes, on reviendra sur les rôles dans quelques instants, mais en tout cas cette phase réflexive, ainsi que la désignation d'un formateur, ainsi que l'analyse de l'activité de travail, sont directement inclus dans le Code du travail comme élément constitutif d'une AFEST. Je ne vais pas être précisé, n'ayant pas fait jusqu'à présent, que la partie support de formation, support de visioconférence, on vous l'enverra a posteriori juste après la visio. Donc n'hésitez pas à prendre des notes si vous le souhaitez, mais vous aurez tous ces éléments-là dans votre boîte mail dans quelques instants. Il y a bien sûr, peut-être comme toute formation, on parlait de professionnaliser les formations sur le tas pour les rendre plus proches d'une formation comme on les connaît en centre ou comme on les connaît en organisme de formation. Ça va donc également passer par une évaluation à la fin des acquis de la formation, qui doivent permettre de dire si oui ou non la personne a atteint les compétences que nous visions. Alors concrètement, quelles formations sont éligibles à la FEST? Alors en fait, en théorie, toutes les formations internes pratiquées au sein de vos entreprises, au sein de vos structures, sont éligibles à la FEST. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais par contre, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de place sur cette diapo, et cette place-là, je l'ai utilisée pour vous partager un peu notre retour d'expérience. C'est vrai que du côté de Sémaphore, et particulièrement moi-même, on travaille énormément sur la FEST avec beaucoup d'entreprises sur l'ensemble du territoire français. On a une implantation normande assez forte qui fait que dans le quart nord-ouest, on a encore un petit peu plus de clients et de partenaires avec qui nous avons travaillé sur le sujet. Mais c'est un sujet qu'on connaît bien et donc cette diapositive-là permet un petit premier retour d'expérience, en tout cas dans le panel je ne vais même pas compter, peut-être trentaine d'entreprises qui se sont engagées dans la voie de la FEST et qu'on a eu la chance d'accompagner de diverses façons. Donc concrètement, au-delà de la théorie où toutes les formations internes sont éligibles à la FEST, nous, notre constat, il est le suivant. En pratique, si vous réfléchissez activement à avancer sur le sujet de la FEST, nous, on vous conseille de privilégier certaines formations internes qui sont plutôt matures, qui ont déjà donc des supports de formation, des contenus théoriques, des fiches de poste, des compétences visées. 3 petits points, parce que voilà, derrière cette notion de formation mature, des choses déjà, en tout cas, qui roulent en fait, mais qui sont déjà de la formation interne, qui fonctionnent, mais qui ne sont pas encore reconnus en tant qu'AFEST. Ça va beaucoup aider. Ça va beaucoup aider parce que du coup, ça va permettre de se baser sur des éléments déjà existants, déjà usités. Peut-être qu'il sera l'occasion de les améliorer, mais en tout cas, on ne part pas d'une feuille blanche. Ce qu'on peut faire évidemment pour l'AFEST, mais ça, on vous conseillera de le faire plutôt dans un deuxième temps, quand vous avez déjà pu le mettre en place pour des formations internes avec un niveau de maturité plus élevé.
Dans le même type de retour, nous on constate que si on a un ou plusieurs formateurs identifiés et motivés, ça va être beaucoup plus facile. Là, c'est peut-être l'enfoncement d'une porte ouverte, mais c'est vrai qu'on va avoir aussi besoin d'avoir un rôle légèrement différent, un tout petit peu plus engagé pour ces formateurs-là. Donc si on sait déjà de qui on parle et si on sait que c'est quelque chose qui les intéresse, cette partie transmission de compétences, pédagogie, peut-être un peu cette réflexion autour de comment on construit tout cela, c'est-à-dire pas du tutorat un peu simple, mais voilà, l'idée c'est quand même d'accompagner ces formateurs, mais s'ils sont déjà identifiés, motivés et avec un peu d'expérience, ça sera aussi plus facile. Également dans notre constat, encore une fois, toutes sont possibles en théorie, mais nous on conseille largement d'aller sur des formations internes qui vont concerner plusieurs apprenants par an. Pourquoi? En fait, parce que ça demande quand même un petit peu de travail, et donc il y a plutôt cette notion-là de retour sur investissement. Nous, on vous apporte, je vais vous apporter aussi ce retour-là concret sur ce que ça, nous semble-t-il, apporte, et entre autres sur cette notion de retour sur investissement. Pour autant, il y a quand même un petit peu de travail au démarrage, et ce travail-là, si vous le faites pour un apprenant par an, ou moins, même un apprenant tous les 2 ou 3 ans, il nous semble que là, l'enjeu sera plus du temps passé que du gain de la feste. Quand on parle de durée, nous, là-dessus, c'est pareil, je vais toujours être vigilant parce que c'est notre retour d'expérience et c'est encore le démarrage hein, de la FEST. La FEST, vous l'avez vu dans les textes, c'est sorti, donc on va dire fin 2018. 2019, le temps qu'on découvre un petit peu le sujet, il n'y a pas eu beaucoup d'expérimentation sur la FEST, beaucoup de gens qui s'en sont saisis. L'année qui devait être l'année de la FEST, c'était l'année 2020, mais je ne sais pas pourquoi les gens ont fait d'autres choses, ont été omnibulés, entre autres la fonction RH, sur d'autres sujets que de lancer la FEST au sein de la structure. Donc c'est en 2021, on en voit beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est que le retour d'expérience, même le nôtre, et puis plus généralement sur ce nouveau dispositif, probablement que ça sera que dans quelques mois, quelques années peut-être même qu'on l'aura. Cela dit, nous, sur ce retour-là, effectivement, il nous semble que la FEST est tout à fait à propos, appropriée pour des durées de quelques heures à quelques jours. Si on dépasse plusieurs jours sur des parcours qui sont plus longs, nous, on aura tendance à vouloir vous proposer de raisonner en tout cas en bloc de compétences. Donc en fait, pour être plus précis, en plusieurs affestes, d'accord, plusieurs sujets qui à la fin ont peut-être une forme de sujet supérieur certes, mais plutôt vraiment sous cette forme de parcours. Je me permets de préciser pour celles et ceux d'entre vous qui sont des professionnels de la formation en centre, en organisme de formation, qu'on peut aussi du coup mixer la FEST avec d'autres modalités pédagogiques. Hein. Et donc là, ça peut faire en termes d'ingénierie pédagogique des choses extrêmement intéressantes dans lesquelles il y a quelques heures ou quelques jours d'AFEST qui vont faire partie là d'un parcours plus global qui ne comprendra pas forcément que la FEST, avec d'autres modalités que j'appellerais plus classiques, comme on a l'habitude de proposer. Et du coup, très concrètement, il y a certaines formations, nous, on voit qui marchent excessivement bien sur la FEST, qui sont des formations à la prise de poste, alors, soit pour des personnes qui viennent d'intégrer l'entreprise, soit pour des personnes qui vont découvrir un nouvel équipement quand on est en industrie, une nouvelle procédure, une nouvelle méthode, peu importe. Mais en tout cas, voilà, ces formations à la prise de poste, nous semble-t-il, en tout cas, répondent bien, sont à privilégier quand il s'agit d'aller chercher les AFES les plus faciles à déployer. Également, les formations sensibilisation qu'on pourrait voir autour de la sécurité, autour de la qualité, autour de l'environnement, et puis toute cette partie aussi de onboarding, d'intégration, avec les temps qui sont en général prévus sur les processus internes, sur les valeurs de l'entreprise, par exemple. Et donc voilà, ces sujets-là, en orange, vous comprenez bien à l'écran que ça n'est pas une obligation, on n'est plus dans la partie texte de loi, on est plutôt dans la recommandation, dans le retour d'expérience de sémaphores, les miens en particulier, autour des missions qu'on a pu mettre en place, avec bien sûr des structures qui délivrent déjà depuis quelques semaines, depuis quelques mois pour certains, concrètement de la FEST. Là également, je vais vous expliquer comment ça se passe. Et donc cette nouvelle modalité pédagogique, je l'expliquais, peut effectivement s'inscrire dans un parcours plus large. Et là, ça permet aux structures professionnelles de la formation, des fois, voilà, de trouver encore alors une originalité ou des leviers. Et c'est ça qui va être intéressant, nouveau et complémentaire à ceux qui étaient déjà utilisés et déjà appliqués dans les parcours de formation proposés. Alors, si on passe à une prochaine section qui est autour des avantages, je vous parlais du retour sur investissement, des acteurs. Je vous ai évoqué déjà, entre autres, le rôle du formateur AFEST qui sera très légèrement différent d'un rôle de formateur interne. Et puis du déploiement de l'AFEST, là également, pour vous partager, nous, ce qu'on a pu voir et ce qu'on a pu mettre en place en termes de méthodologie, quelques éléments à ce sujet-là. On va commencer par les avantages parce que
Peut-être que vous avez déjà commencé à réfléchir à la FEST et vous avez dit que vous n'y alliez pas. Peut-être que vous avez pris le temps de vous poser les questions, mais on va vous expliquer, nous en tout cas, pour ceux qui l'ont mise en place, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils en retirent concrètement, suivant les différentes populations, comme intérêt. Si on commence par l'apprenant, le salarié apprenant, je mets de côté la partie demandeur d'emploi que je vous expliquais qu'on ne va pas traiter beaucoup aujourd'hui, mais celles et ceux que ça intéresse, on sera à votre disposition pour y répondre. Mais pour les salariés apprenants, donc une personne qui rejoint votre structure, très concrètement, ça permet d'une part d'avoir une formation de qualité, plus professionnel. Alors, suivant le niveau de maturité que vous proposiez, ça va peut-être être anecdotique, cette évolution-là, mais pour d'autres, ça peut être vraiment l'occasion d'avoir quelque chose qui soit mieux processé, mieux cadré, avec davantage, du coup, également de résultats et peut-être une clarification des moyens mis en place pour la formation. Oh, si je suis très, très explicite, il peut y avoir des fois des temps de formation où je vais rester avec Roger et Julien, où Roger, il a prévu plein de choses, et en fait, le hasard fait que dans la semaine, il n'a pas pu du tout montrer ce qu'il avait prévu sur tel équipement, sur telle procédure, sur telle situation avec un client par exemple, parce que la situation ne s'est pas présentée. Là, quand on dit qu'on va professionnaliser, on va des fois forcer, parce qu'on est dans un parcours apprenant, forcer certaines situations autant qu'on le peut. Pour s'assurer que Roger et Julien ils vont pouvoir travailler dessus. Parce que ça vous est peut-être déjà arrivé en formation interne, on vous dit non, cette semaine, on avait prévu ceci, ça ne s'est pas passé, on est un peu passé à côté, on a besoin d'une semaine en plus. Et donc des fois, ça peut nous emmener beaucoup plus loin que ce qu'on avait prévu. Là, on va s'assurer que cette formation de qualité et cette formation organisée va permettre d'avancer un petit peu plus. Et donc pour le salarié apprenant, normalement, c'est la garantie d'avoir vu toutes les situations qui lui seront utiles, qui lui seront nécessaires pour le développement de ses compétences. Mais l'autre, et le vrai intérêt d'ailleurs pour un salarié apprenant, ça va être cette partie reconnaissance des compétences acquises, cette formalisation du fait que la personne a des compétences. Très concrètement, je n'ai pas la chance de connaître tout le monde parmi les personnes présentes aujourd'hui, mais il y a Aurélia, ça me permet de te saluer Aurélia, qui est au niveau de notre structure de crèche, les crèches Liberty. Ça permet très concrètement d'avoir une reconnaissance des compétences d'une personne qui est arrivée par exemple, ou d'une modalité d'une procédure, ou de quelque chose qui évolue au sein des crèches Liberty, et donc d'avoir aussi quelque chose avec laquelle la personne pourra se sentir rassurée, se sentir peut-être reconnue également dans des compétences et potentiellement aussi des fois par rapport à certaines obligations. Alors il y a des contraintes plus fortes quand on est dans les crèches, mais pour autant, sur certains éléments, ça va permettre de justifier aussi du travail qui est fait au niveau des compétences au sein de la structure. Mais pour l'apprenant, et si toutefois un jour il devait en plus évoluer dans sa carrière en interne ou en externe, ça permet aussi de montrer que voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Si on est à un parcours qui vous emmène vers l'extérieur de l'entreprise, on a le CV qui va permettre de dire en gros ce que la personne a fait, mais là vous allez avoir un document officiel de la structure qui était l'entreprise de la personne, qui va justifier effectivement des compétences qui ont été développées, des formations réalisées, mais à la fois des moyens, mais également de la garantie des résultats, de la maîtrise, jusqu'au niveau souhaité en tout cas, des compétences visées. Donc ça c'est le premier gain pour le salarié apprenant. Quand on est pour le formateur interne, qu'on va du coup désormais appeler formateur interne à FEST, ou formateur à FEST comme vous voulez, là ça leur permet à ce public-là d'être accompagné. Alors il y a déjà tout un tas de formations que vous avez peut-être mises en place pour les aider à être des formations de formateurs, des formations de formateurs internes, des formations de tuteurs. Globalement, on va aller sur les mêmes leviers. On ira peut-être un tout petit peu plus loin sur certaines choses. Toujours est-il que du coup, ceux qui, à l'inverse, n'avaient pas été très accompagnés dans ce rôle de tuteur, dans ce rôle de formateur interne, a priori, là, c'est l'occasion de le faire, pour les aider dans leur démarche pédagogique, pour les aider à comprendre aussi un petit peu plus le fonctionnement, la pédagogie, l'andragogie, en tout cas, qui permet à un adulte d'apprendre, et comment eux, ils vont pouvoir dispenser du coup des formations qui seront plus qualitatives. Si on continue sur les avantages par rapport aux différents publics concernés, on va aussi avoir l'équipe, l'ensemble des personnes qui vont entourer l'apprenant, pour qui, du coup, ça permet en général déjà d'une part de valoriser ce rôle de tuteur, ce rôle de formateur interne à FEST, mais ça garantit aussi autour de la GPEC, la GEPP, en tout cas la partie transmission de compétences, de gagner en efficacité sur le temps de formation passé. On estime, nous, avec les retours que nous avons sur les premiers partenaires, les premiers clients qui ont du coup qui se sont positionnés sur la FEST, de trouver un gain de temps de 20% environ.
D'accord? C'est-à-dire que des formations qui se faisaient en 4 ou en 5 semaines vont réussir à gagner quand même jusqu'à des fois 4 ou 5 jours sur le temps de formation. Pour qu'on se sente tous, et de manière reconnue, j'y reviendrai également un petit peu plus en détail par la suite, à l'aise pour dire que c'est Julien, il est capable. C'était normalement prévu en 5 semaines, là maintenant, quand c'est bien rodé, vu qu'on a professionnalisé, ça peut aller sur du 4 semaines plutôt que 5. Donc là, il y a une notion de retour sur investissement qui peut être intéressante. Ce qui est compliqué dans ce point-là, c'est que, on n'a pour l'instant pas tout à fait encore assez de retours, donc c'est empirique, c'est pas une étude, c'est plutôt nous les retours que nous avons à ce titre-là, et que bien sûr, ça dépend énormément du niveau de maturité que vos formations internes avaient déjà. Des formations internes qui étaient déjà très poussées, bah, ce gain, a priori, va être plus faible. Des formations internes qui étaient, pour le coup, beaucoup plus sur le tas, j'aurais presque tendance à dire un petit peu à l'arrache, bah là, forcément, évidemment, un gain de temps qui va pouvoir être beaucoup plus important. Et puis enfin, pour l'entreprise, hein, pour une bonne partie peut-être d'entre vous, il s'agit aussi de représenter l'entreprise, entre autres sur les obligations RH. Bah, il y a aussi cette notion de comptabiliser les actions de formation. Et vu que pour l'instant, elles n'étaient pas enregistrées ou moins bien reconnues, là, très concrètement, vous allez pouvoir les mettre sur votre plan de développement des compétences, sur votre plan de formation, très concrètement, avec des heures qui seront en plus émargées, qui seront en plus justifiées. Et donc, très concrètement, là également, dans les obligations que chaque entreprise a de participer aussi au développement de ses salariés, ça va pouvoir répondre, entre autres, à la justification que vous devez faire dans l'entretien professionnel, que vous devez faire tous les 6 ans sur ce point spécifique-là, de justifier quelles formations ont été mises en place. Vous avez le droit de le faire plus souvent, hein, sur le cycle de tous les 2 ans, mais au moins tous les 6 ans, il faut rendre compte de ce qui a été mis en place. Et là, la FEST rentre dedans. Donc très concrètement, je peux dire que voilà, chez Renault, il y a eu telle formation peut-être, mais il y a aussi la FEST sur la conduite de la ligne G. Et donc du coup, je vais rendre compte de ça en tant qu'acteur interne RH ou de la formation pour les comptabiliser. Et puis, j'ai évoqué très rapidement cette notion d'organisation apprenante. Ces organisations apprenantes qui peuvent être aussi un vrai souhait, une vraie vocation, une vraie stratégie de l'entreprise. Ben là, effectivement, hop, excusez-moi, coupe le micro. Forcément, ça peut aussi rentrer dans ce souhait stratégique de l'entreprise bah, de former, de développer ses collaborateurs. Donc que ce soit pour la partie presque obligation qu'on va retrouver entre autres via l'entretien professionnel, ou que ça soit effectivement dans un souhait personnel de la personne qui représente la fonction RH ou de la direction RH dans son ensemble ou de la direction d'un point de vue stratégique, là également, ça peut être un extrêmement beau message envoyé à tout le monde sur cette notion d'organisation apprenante. Donc voilà en quelques mots les avantages qu'on peut retirer. La réalité, c'est que d'ailleurs, il y en a bien d'autres et qui sont peut-être des fois plus spécifiques à votre organisation. Je pense entre autres un qu'on aurait presque pu mettre, qui n'apparaît pas beaucoup ici, qui est pour certains métiers des vraies difficultés à trouver des formations initiales ou des formations en centre, en organisme de formation, qui répondent bien à vos besoins, parce que vous avez des besoins qui sont très spécifiques, qui sont liés à votre entreprise, à un secteur d'activité, des fois aussi de niche. Et donc là, c'est vrai qu'il peut être intéressant de former vous-même. Je pense à une structure qu'on a accompagnée qui travaille dans les Alpes sur tout un tas d'engins de chantier araignées, c'est-à-dire avec 6 ou 8 pieds, je ne sais plus comment c'est fait, mais en tout cas, ça ressemble vraiment à une araignée. C'est le terme qui permet en fait de travailler dans des environnements avec des pentes. Hein, donc, c'est concrètement des grues qui vont être positionnées sur des sols qui sont des fois avec des pentes de 30 ou de 40 degrés, donc des choses assez conséquentes. Ben là, c'est des choses qui sont extrêmement spécifiques où l'entreprise a souhaité pouvoir garder son expérience, qui en plus était détenue par des gens qui étaient plus proches de la retraite que du début de carrière. Et donc, pour s'assurer de développer ces compétences, je dirais, de niche, ils ont mis en place, et on les a accompagnés là-dessus, la FEST pour y répondre. Si je continue sur les acteurs mobilisés, je vous évoquais qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont devoir se mobiliser. Alors à la fois d'abord dans la partie projet, puis après peut-être aussi dans la partie un peu plus récurrente sur la FEST. Les acteurs mobilisés sont les suivants. Dans un premier temps, ce qui est important si vous souhaitez vous lancer dans un projet d'AFEST, ça va être vraiment que les décideurs
décideur RH, décideur direction de l'entreprise. Ça peut se faire dans des niveaux différents, mais en tout cas, celles et ceux qui vont incarner ce rôle de décideur au sein de votre structure, appréhendent les enjeux de déploiement de la FEST. J'espère modestement que ce temps de visioconférence vous permettra déjà d'appréhender les enjeux, à la fois tous les intérêts, tous les avantages que vous pouvez avoir grâce à la FEST, et puis aussi l'investissement, le temps que ça pourrait prendre, parce que c'est pas, on n'est pas en train de vous vendre la FEST, on est en train de vous informer dessus, et on est nous conscient de tout ce que ça peut avoir comme intérêt, mais de tout ce que ça peut aussi nécessiter comme engagement. Et donc vous, et si ça n'est pas qu'avec vous que ça se passe, peut-être que vous puissiez relayer ça à d'autres décideurs au sein de votre structure, mais de bien appréhender ces enjeux-là pour se dire oui, on y va. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait une intention claire d'aller vers la FEST. Déjà parce que des fois, vous n'aviez pas d'autres dispositifs en place. Excusez-moi, j'appuie en même temps. Et puis des fois aussi parce que tout simplement, si vous avez d'autres dispositifs en place, il va faire un choix et puis engager un peu une équipe projet dans un premier temps sur le sujet. Dit autrement, si vous avez une actualité extrêmement forte sur tout un tas d'autres sujets, on aura, nous, tendance à vous conseiller peut-être d'attendre un petit peu avant de se lancer dans la FEST. Si toutefois, vous avez également tout un tas d'autres d'éléments obligatoires liés aux obligations du Code du travail sur les ressources humaines que vous n'avez pas encore mis en place, là également, on vous conseillera a priori pas de commencer par la FEST, qui n'est pas une obligation en tant que telle, qui est une possibilité. Et donc, en tout cas, voilà, c'est pour ça que les décideurs doivent être engagés assez rapidement pour aller ou ne pas aller sur un projet de ce type-là. Évidemment, on va avoir deux acteurs hyper importants dans la FEST, et là, c'est pas que dans la partie projet, c'est de manière générale le formateur ou la formatrice à FEST. On l'a traduit ici par un petit monsieur, donc au masculin, mais la personne qui forme l'apprenant en situation de travail, le formateur, la formatrice interne, va être évidemment une des pierres angulaires du dispositif de la FEST. Pourquoi ? Parce que c'est cette personne qui va non seulement incarner la transmission de compétences, rythmer cela, même si dans un parcours de la FEST, vous pouvez avoir plusieurs formateurs, évidemment, ce rôle-là va être absolument essentiel. Et puis, vous l'avez peut-être compris de manière assez légère pour le moment, mais ce formateur à FEST, il va aussi du coup signer qu'il a non seulement donné les moyens, entre autres via les feuilles d'émargement, signer le fait qu'il a proposé des heures de formation, et puis même vous verrez que quand on est dans la partie évaluation des compétences, une des personnes qui va être signataire de ça, ça va être également le formateur à FEST. Le référent ou la référente à FEST sur le petit picto qu'on vous propose ici, en général, c'est une personne qui a le rôle de ressources humaines, alors le rôle très vaste des ressources humaines ou sur un point spécifique. En général, ce serait plutôt autour de la formation dans ces cas-là. Mais cette référente ou ce référent à FEST, ça va être plutôt toute la partie justement à la fois mise en place des moyens, travail un peu sur la partie objectif de formation, donc ce travail qu'on pourrait appeler ingénierie de formation, et puis également sur la partie suivi, entre autres suivi administratif, des différentes pièces pour pouvoir justifier de la FEST. On a évidemment un rôle qui est absolument essentiel, mais l'apprenante sur l'image, l'apprenant, ils ont la chance, ces personnes-là, eux, bien sûr, d'être un acteur à part entière. C'est pour eux que le dispositif est mis en place en priorité. C'est d'abord pour ces personnes-là que la FEST va être proposée. Mais c'est un rôle qui n'est absolument pas passif, mais qui n'est pas projet, qui est de bénéficier de cela. Donc, on aura une petite pastille verte, parce que là, c'est le rôle un peu facile, mais effectivement très appréciable, très apprécié, et qui permet aussi un point d'ailleurs que je n'ai pas évoqué dans les gains, dans les avantages, très clairement d'envoyer un message très fort à ces apprenants-là, qu'on investit sur vous, qu'on est là pour vous développer. Et encore plus quand on est dans des phases de prise de poste, d'arriver dans la structure de onboarding, c'est aussi quelque chose qui va très favorablement aider à la fidélisation de ces personnes-là, pour peu qu'elles soient arrivées fraîchement dans l'entreprise. Et même pour des gens qui sont là depuis un peu plus longtemps, a priori, on leur montre qu'on investit régulièrement sur eux. Donc les apprenants, clairement, c'est autour d'eux et c'est pour eux que le dispositif, dans un premier temps, est créé. Le tiers facilitateur, la jeune femme avec la mèche blonde, aujourd'hui c'est moi, visiblement, mais ce tiers facilitateur dont vous pouvez avoir besoin pour un démarrage, vous pouvez avoir besoin pour la suite, mais il n'y a pas d'obligation d'un point de vue cadre légal, on va dire. C'est cette personne qui va avoir justement un peu d'expertise, qui va vous aider à mettre en place la FEST. La FEST, la mettre en place, ça peut être par une séance
de visioconférence comme maintenant, donc de l'information un peu plus descendante qui vous permet, j'espère, d'avoir quelques éléments sur le sujet. Ça peut être de la formation, des temps un tout petit peu plus longs là, qui va permettre vraiment de développer les compétences autour de la FEST. Ça peut être aussi de l'accompagnement type conseil. En tout cas, ça peut se faire à différents endroits. Très souvent, et je fais la petite page de publicité, si vous êtes en tout cas une structure de moins de 300 salariés, c'est prise en charge par votre OPCO, ces formations, ce temps de conseil ou autres éléments. Et après, bien sûr, c'est vous qui voyez si vous en avez besoin ou pas. Mais c'est vrai qu'en général, et là en essayant de m'extraire de la position que nous avons, il n'y a pas du tout d'obligation, mais il y a quand même un conseil de le faire pour la première fois. Comme ça lance la machine et normalement assez vite après, vous êtes autonome sur le sujet. Évidemment, après, c'est vous qui verrez comment vous voulez le faire. Et puis, je les ai évoqués à plusieurs reprises. Les OPCO, ce bonhomme moustachu à l'image, qui va aussi vous apporter alors un peu de financement sur la partie tiers facilitateur, sur la partie conseil ou formation à la FEST, qui dans leur nouvelle casquette vont aussi, j'espère, vous apporter un premier niveau de conseil également, des fois quelques éléments de support, aussi ce qu'ils attendent eux en termes d'éléments et de pièces administratives pour justifier de la réalisation de la FEST. Ces OPCO-là, en réalité, suivant ceux avec qui vous travaillez, ils vont avoir des connaissances de la FEST très différentes. Certains sont très avancés, certains ne connaissent pas. Ceux qui sont plutôt bons, très bons, ça va être OPCO 2i, ça va être Acto, ça va être Constructis. Probablement d'autres avec qui nous on travaille moins, mais qui sont aussi bien connaisseurs du sujet. Il y en a certains qui pour l'instant découvrent encore la FEST ou alors n'en ont pas fait une priorité par rapport à d'autres enjeux de branche ou d'autres enjeux au sein de l'OPCO dont on parle. En tout cas, les OPCO, n'allez pas sur un projet d'AFEST sans en parler au moins avec votre OPCO. Quand bien même, d'ailleurs, vous n'avez pas de prise en charge financière du tout, pour ceux d'entre vous qui représentent des structures de 300 salariés et plus, vous n'aurez a priori pas beaucoup de prise en charge, voire rien du tout. Pour autant, c'est intéressant de les solliciter, au moins pour les tenir au courant. Si je fais un zoom rapide sur ces deux rôles-là qui sont essentiels à la fois pour la partie projet et pour la suite, le référent ou la référente AFEST va vraiment être là pour organiser la FEST, pour être garant de la mise à disposition des moyens nécessaires, pour coordonner aussi en général plusieurs AFEST, plusieurs parcours AFEST qui peuvent se faire au même moment au sein de la structure, et pour coordonner tout le suivi administratif. La formatrice ou le formateur à FEST, bien sûr, il va former les apprenants, il est aussi garant de l'atteinte des objectifs pédagogiques, donc il doit être en maîtrise de ces objectifs pédagogiques. Et puis, bien sûr, va aussi avoir le rôle, la mission d'ajuster sa pédagogie à chaque apprenant, et également dans une logique d'amélioration continue en collectant les feedbacks de la façon dont ça s'est passé pour que la prochaine FEST soit encore mieux que la précédente. Du coup, concrètement, si on parlait de différentes phases pour mettre en place effectivement la FEST au sein de votre structure, en général, ça se passe autour de ces 6 étapes-là, avant d'être en mode plus projet, mais en mode déploiement plus général. On va avoir d'abord un lancement du projet, l'information aux décideurs internes, les formations aussi des acteurs s'ils en ont besoin, des formateurs à FEST, des référents à FEST, des formations qui sont en général assez courtes, de 2 jours quand c'est du présentiel, avec la définition aussi des objectifs du déploiement de la FEST, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on veut atteindre, comment on va se dire si oui ou non on a atteint les résultats qu'on souhaitait autour de la FEST. Donc voilà, ça c'est vraiment la première étape, en général avec la création également d'un groupe projet et d'un sens de pilotage, alors avec un niveau de formalisme plus ou moins fort. Nous on travaille beaucoup, alors on travaille un peu avec Renault, beaucoup avec Danone sur ces sujets-là. Là, on est sur les structures qui sont très larges, évidemment. On a un groupe projet, on a un sens de pilotage qui sont très réguliers parce que ça touche beaucoup de monde. Si vous représentez une structure qui est plus petite, évidemment, on ne va pas forcément mettre la même instance de pilotage, le même groupe projet non plus en place. Pour autant, ça va être intéressant de pouvoir rythmer le projet. Et entre autres, pour s'assurer que les délais définis lors du lancement de projet pourront être respectés. Par ailleurs, il faudra dans un deuxième temps aussi définir quels sont les sujets de la FEST, donc avoir un diagnostic et un choix des thèmes, des formations donc sur le tas que vous souhaiterez du coup transformer, qui sont éligibles et transformables dans la FEST. En général, on prend un sujet, 2 ou 3 maximum, qui pourront faire cette partie projet dans un premier temps, et d'identifier donc les acteurs qui seront spécifiquement sur ces formations-là. Les objectifs de formation sont également définis à ce moment-là, on y reviendra juste après également. On construit par ailleurs ensuite
la partie pédagogique. Cette construction pédagogique, elle est importante. Vous avez compris qu'elle fait partie du texte de loi et elle doit permettre d'aboutir sur un référentiel de compétences et une définition très claire des objectifs pédagogiques à atteindre. Avec donc ces séquences pédagogiques, entre autres avec les séquences réflexives, les outils de support qui vont être nécessaires pour la formation, et puis également cette partie outils d'évaluation des compétences. Une fois qu'on a fait cette partie qui est plutôt d'ingénierie, cette partie un peu cérébrale, l'idée c'est d'être plutôt dans le déploiement des AFEST expérimentales, donc toujours 1 à 3 AFEST. Il arrive des fois qu'on commence avec 3, puis en fait qu'en déploiement, dans ce cas de projet, on n'en fasse qu'une ou 2. Toujours est-il que l'idée c'est d'avoir du concret, de voir effectivement si cela fonctionne, d'ajuster la pédagogie. Alors ça c'est vrai tout le temps, mais c'est surtout vrai pour les premières qui vont être déployées, et donc avec ce suivi particulier à la fois des phases réflexives et de l'évaluation des acquis. Évidemment, les référents AFEST ont déjà le premier rôle de pouvoir assurer la traçabilité, de pouvoir suivre effectivement ces premières AFEST, entre autres d'un point de vue administratif. Et donc ce suivi de formation, il permettra l'évaluation des acquis, bien sûr, la validation de la formation, et puis donc la reconnaissance formelle des différentes pièces administratives qui permettront de reconnaître l'AFEST comme un moyen d'avoir développé les compétences au sein de son entreprise. Il y a des applications dédiées qui existent par rapport à ça. Peut-être que ceux d'entre vous qui sont équipés d'un outil de suivi RH, un SIRH, peut-être que c'est déjà développé. Il y en a certains qui sont déjà mis, d'autres pas encore. Ou alors vous faites le choix d'avoir une application peut-être un peu plus légère, mais 100% dédiée à cela. Les deux sont possibles. Et l'idée, c'est qu'à la fin de cette expérimentation, de ce projet, vous puissiez tirer le bilan de ce test-là pour décider si oui ou non vous souhaitez continuer sur la FEST au sein de votre structure. Alors j'ai encore 3 diapositives à vous présenter avant qu'on ait, comme je l'évoquais, un temps qui va être plutôt en petits groupes, à la fois pour se connaître, se faire connaissance et à la fois pour pouvoir échanger sur le sujet de la FEST. J'y reviendrai après sur ce qu'on fera de ce temps-là. Mais quelques éléments pour finir en tout cas cette partie plus partage d'expertise, retour d'expérience qui vient de Sémaphore, c'est la partie pédagogie de la FEST. Pour ceux qui connaissent bien les sujets de la pédagogie, ça ne va pas vous apprendre grand-chose, peut-être vous ouvrir quand même sur la façon dont on doit le faire pour la FEST. Toujours est-il que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Et entre autres, si dans votre structure, vous connaissez moins ces sujets-là, c'est peut-être là-dessus qu'il faut être bien accompagné dans ces cas-là. La pédagogie de la FEST, assez simplement, elle repose sur 4 axes. Le premier, c'est un axe de positionnement en amont de la FEST qui doit permettre à chaque futur apprenant de savoir où il en est sur les compétences et connaissances qui sont visées. Très concrètement, je vais aller sur, que je vais prendre comme exemple La Poste. On a travaillé aussi avec La Poste sur la FEST. La Poste pour des rôles de facteurs, par exemple, on va avoir défini un certain nombre de compétences dans le référentiel et concrètement organiser sa tournée de distribution du courrier. On va le détailler en fait plus que ça en réalité, mais voilà, comment le futur apprenant lui se positionne par rapport à cette compétence-là. S'il s'avère qu'il a déjà travaillé au sein de la Poste ou qu'il a déjà pu avoir des expériences qui pourraient être similaires, il va se noter plus élevé. Si à l'inverse, c'est quelque chose qu'il découvre complètement, soit il est en début de carrière, soit il n'a jamais pu travailler sur ces sujets-là, forcément, il va s'évaluer plus bas. Et ça va être important pour la suite. Mais en tout cas, ce premier axe, c'est l'axe positionnement qui n'est pas très long, qu'on construit, qui va se traduire en général par un questionnaire, par un entretien, par d'autres façons. Ça peut être une première mise en situation pour évaluer, pour voir ce que ça donne, mais en tout cas qui va me permettre de faire une photo à l'instant T, avant ou tout au début de la formation à FEST, pour voir comment par la suite on va être capable de développer les compétences. Une fois qu'on a ce temps de positionnement, évidemment, l'essentiel du temps et l'essentiel de la pédagogie de la FEST repose sur le terme formation en situation de travail, c'est heureux, vous me direz, mais qui doit permettre donc sur le poste à l'apprenant d'apprendre l'autre métier, avec bien sûr son formateur à FEST interne, son tuteur à FEST si vous préférez prendre ce nom-là. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment tutoré, la personne est accompagnée pour ça. On ne la laisse pas en situation de travail toute seule, elle doit être accompagnée, c'est aussi important. Rappelez-vous ce qui était évoqué plus tôt, voilà, ce rôle de formateur, c'est également d'être présent aux côtés de la personne. Un point qui est important, et celui-ci peut-être un petit peu nouveau, encore une fois, les organismes et centres de formation connaissent bien cet aspect-là, mais en général, les formations internes, qu'elles soient d'ailleurs en général
peu matures ou très avancées, en général, là où le bas blesse, ça va être sur cette partie séquence réflexive, parce que quand on est sur le terrain, l'essentiel est sur le terrain, on ne prend pas forcément le temps de faire autre chose. Là, elles sont imposées dans le cadre légal, justement pour compenser ce qui est des fois un petit peu moins fait. C'est ce constat-là qu'il a mis très clairement au sein du texte du Code du travail. C'est cette partie séquence réflexive qui doit permettre de prendre un peu conscience de ce que j'ai appris, ce que je n'ai pas encore appris, ce qui me reste à faire, le chemin parcouru, le chemin qui me reste à parcourir pour pouvoir être en maîtrise des compétences visées. Et donc voilà, c'est vrai que ça va permettre en général avec le formateur interne, mais ça peut se faire aussi avec le manager, le N+1, si ce n'est pas la même personne. Ça peut être avec une personne des ressources humaines, ça peut être pourquoi pas même avec un client, pourquoi pas, hein, de solliciter une partie prenante extérieure pour ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, voilà, ça va permettre ces séquences réflexives de s'extraire un petit peu du temps vraiment sur le travail, du temps vraiment en situation de travail, pour se dire où est-ce que j'en suis, où est-ce que la personne me positionne. Et très concrètement, ça n'est pas juste autour d'un café. Dans l'absolu, ça pourrait presque, mais en fait, autour d'un café, vous ne pouvez pas, vous, en tant que formateur à FEST, être garant qu'on ne sera pas dérangé par quelqu'un d'autre, qu'on ne va pas parler du match de foot de la veille. Tout ça, c'est très intéressant, mais il vaut probablement mieux incarner la pause d'un côté et la séquence réflexive très clairement de l'autre. Des fois, ça peut être un petit peu mixé, mais en tout cas, il y a vraiment cet intéressé, pour ceux qui connaissent, d'être en phase méta-analyse, en tout cas de prendre un petit peu de hauteur pour voir un peu ce que ça donne par rapport au parcours d'apprentissage. Et puis enfin, le dernier axe important de la pédagogie de la FES va être autour de l'évaluation des acquis, qui va se faire en général à la fin de la formation. Pourquoi je dis en général? Si vous êtes dans une notion de parcours, vous pouvez très bien aussi avoir des séquences et donc d'évaluer chaque séquence et de valider pour passer à la suite ou d'en avoir plusieurs en parallèle. Et puis si vous êtes à la fin et qu'il n'y avait pas plusieurs séquences, mais que la réponse est qu'on n'a pas le niveau nécessaire qui était atteint, et bien dans ces cas-là, ça suppose de voir ce que vous en faites, mais peut-être de rajouter un petit peu de moyens, de rajouter peut-être un petit peu de temps, de revoir certaines choses et d'avoir du coup un deuxième temps d'évaluation des acquis. Toutefois, quand l'évaluation des acquis montre que les apprenants ont atteint le niveau de compétence visé, évidemment, ça vous permet de clôturer et de valider cette formation et d'enregistrer toutes les pièces nécessaires pour en assurer la traçabilité. Et donc, si on parle de pièces, pour être extrêmement concret, dont vous avez besoin pour construire l'ingénierie de formation, il va vous falloir, alors ceux en rouge, c'est ceux qui sont indiscutables, qui sont obligatoires pour pouvoir avoir cette reconnaissance de la FEST. Donc, un programme de formation avec des objectifs pédagogiques. Alors, ça peut être de manière un peu plus simplifiée que ce que vous connaissez quand vous le faites avec des centres ou des organismes de formation. Toujours est-il que c'est une pièce justificative nécessaire. C'est en rouge, c'est pour ça. Et pour chaque AFES, vous avez besoin d'un programme de formation AFES avec des objectifs pédagogiques et tout un tas d'autres éléments que je n'aurai pas l'occasion de partager dans le détail dans un premier temps. Mais pour que ça intéresse, on peut aussi échanger sur ce point-là. Mais voilà, en tout cas, un programme de formation formel, comme les obligations d'un programme de formation classique. Un référentiel de compétences, ou en tout cas une analyse du poste, une analyse du travail. Nous, on aime bien le traduire sous forme de référentiel de compétences avec des choses assez simples à comprendre. Je reviendrai un tout petit peu sur ce point-là sur la diapositive la prochaine. Mais clairement, effectivement, ce référentiel de compétences défini sous forme de verbe d'action pour savoir exactement ce qu'on vise pour pouvoir faire le lien, bien sûr, avec le programme de formation. Les deux sont extrêmement liés. Quand c'est pas en rouge, et là donc c'est en noir, ce sont des choses que nous vous conseillons, qui ne sont pas obligatoires, mais qui, à notre avis, participent à une formation à FEST qualitative. Et c'est pourquoi nous aussi, on accompagne beaucoup les structures avec qui nous travaillons. C'est un déroulé pédagogique, ou autre terme, des fois ça s'appelle filaire, chemin de fer, il y a peut-être encore d'autres termes que je ne connais pas, que vous avez, pour ceux qui connaissent ces sujets-là. Mais en tout cas, vous comprenez probablement le principe. Le déroulé pédagogique, c'est de dire concrètement, heure par heure, ou en tout cas pour des blocs. Alors on n'est pas encore une fois sur des gens, même si on professionnalise les formations, ce ne sont pas des professionnels de la formation qui délivrent les formations à FEST, ce sont des gens en interne qui font ça en général en plus de leur métier. Toujours est-il que l'idée c'est quand même d'être sur des séquences qui sont identifiées pour savoir ce que je fais le lundi matin, ce que je fais le lundi après-midi, et pas juste de dire allez, viens avec moi, puis on va se débrouiller, on va trouver quelque chose à faire. Non, l'idée c'est quand même d'avoir quelque chose d'un peu plus précis qui va inclure tout un tas de phases, tout un tas de séquences, et entre autres les phases et séquences réflexives. Mais pas que, évidemment. Donc ça peut prendre des formats d'ailleurs différents, mais c'est relativement détaillé pour se dire que ce qu'on vise, comment on le fait, quels sont les moyens à mettre en place, et comment on va pouvoir l'animer du coup avec l'apprenant ou les apprenants.
C'est vrai que je n'ai pas précisé, je le dis souvent au singulier, mais la FEST peut se faire pour une seule personne, un seul apprenant, peut se faire aussi pour des groupes. Là, en fait, ça dépend surtout de la situation de travail que vous allez faire, ça dépend de niveau du formateur, s'il se sent à l'aise ou pas pour accompagner plusieurs personnes. Ça, c'est vous qui voyez. Rien n'empêche de faire des groupes de 10 personnes, si vous le souhaitez, ou de faire de l'individuel. En tout cas, le déroulé pédagogique est une pièce recommandée. Comme le travail sur les ressources pédagogiques, nous, en général, quand on accompagne un déploiement d'AFEST, une première chose qu'on fait, c'est qu'on va consolider, on va récupérer tout ce qui existe, qui se rapproche de près ou loin d'une ressource pédagogique. Ça peut être le film de présentation de l'entreprise, ça peut être un mode opératoire d'une machine du fournisseur, ça peut être une photothèque, une vidéothèque de situations particulières réelles ou de situations particulières. Je pense entre autres à la qualité. Des fois, on a toujours un peu les quelques horreurs qu'on a pu récupérer, ça arrive parfois, et donc du coup, ça, on va les avoir illustrées, on peut récupérer toute cette matière-là, en tout cas toutes ces ressources pédagogiques. Ça peut être aussi bien sûr un PowerPoint, ça peut être tout un tas de choses qu'on va utiliser pour la formation, on va les consolider. Et là, c'est pareil, on vous invite plutôt à avoir ce travail-là, de les mettre toutes au même endroit. Les outils et moyens mis en place pour garantir la formation en situation de travail. Vous avez compris que là, c'est aussi beaucoup le rôle du référent AFES, de s'assurer effectivement qu'on aura les bonnes situations vues au bon moment. C'est-à-dire que quand on est dans des environnements très opérationnels, on accompagne des équipes, par exemple, commerciales, on accompagne des équipes industrielles, on accompagne des équipes dans le BTP. Très clairement, il va falloir, en tout cas autant que c'est possible, forcer des fois un peu le destin. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple de la grande distribution pour vérifier si je suis capable de telle ou telle compétence. Il faut négocier des têtes de gondole en supermarché. Très bien. Ce qu'on va nous s'assurer, ce qu'on va en tout cas essayer de faire, c'est de s'assurer qu'à un moment, la personne a la possibilité de négocier une tête de gondole. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'elle en soit capable ou pas, mettre en place les moyens pour que la personne soit dans une mise en situation. Quand bien même, ce n'était pas d'un point de vue opérationnel tout à fait nécessaire. Je vous donne un autre exemple. On travaille dans la partie bâtiment avec des coffreurs bancheurs. Il va falloir faire des banches. Les banches, c'est ces gros blocs de béton qui permettent par la suite de monter des beaux piliers. Très bien, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on force un petit peu la situation de travail pour s'assurer que la personne ait pu travailler sur ce sujet-là. Le prépositionnement de l'apprenant avant la formation, on l'a mis en noir parce que ce n'est pas une pièce constitutive du dossier administratif. Pour autant, nous, on le conseille également fortement. Comme ça apparaît dans le texte de loi, c'est juste que ce n'est pas pour l'instant en tout cas quelque chose qui est vérifié, qui est pris comme une des pièces administratives justificatives. Pour autant, on trouve que c'est intéressant aussi dans la notion pédagogique de ces parcours à FEST, et ça peut se traduire, je l'ai expliqué tout à l'heure, par plusieurs choses, mais il faut le formaliser. C'est-à-dire que si vous faites un questionnaire, c'est très bien, en général, là, vous l'avez formalisé. Si vous faites un entretien, il va falloir avoir quand même une rapide synthèse de l'entretien. Ça peut être quelque chose de léger, il y a des pièces qui existent déjà, donc il n'y a pas besoin de réinventer la poudre par rapport à cela. Toujours est-il que c'est intéressant, même si ce n'est pas une pièce obligatoire. On revient par contre sur deux pièces obligatoires à la fin, qui est à la fois l'émargement. Je vais passer assez peu de temps dessus, mais voilà, il faut aussi prendre le réflexe de faire émarger pour chaque temps de formation l'apprenant et le formateur attitré. Si c'est plusieurs apprenants, chaque apprenant, bien sûr, doit aussi signer cette feuille d'émargement, en général sous des temps de demi-journée. D'accord ? C'est plutôt, on garde l'usage qu'on peut retrouver en organisme extérieur. Et puis enfin, la validation des compétences acquises, qui fait le lien avec le prépositionnement. Alors des fois, c'est le même questionnaire, c'est le même type d'entretien, ça peut être un jury, ça peut être une situation de travail, ça peut être un nombre d'heures de vol, j'ai envie de dire. Alors, on n'a jamais travaillé dans l'aviation, mais sur le principe, si je reprends les coffreurs bancheurs, le nombre de banches réalisées, quand il y en a 50 qui sont faites, on estime que c'est bon, ça peut être ça, le nombre de têtes de gondole négociées, le nombre de tournées de livraison de courriers qui peuvent être faites. Voilà, ça peut se traduire par des choses différentes, mais en tout cas, il faut qu'il y ait à la fin une validation formelle des compétences acquises qui vous permettra formellement, du coup, de clôturer et de valider la FEST. Dernière petite chose à vous présenter avant qu'on ait le temps d'échange entre pairs. Les compétences visées, c'est quelque chose que certains d'entre vous connaissent, je suis sûr, par cœur. Vous l'avez fait de cette façon-là, d'une façon similaire en général, si vous êtes dans la formation. Ceux qui ne sont pas à la formation, vous ne le savez peut-être pas, donc ça permet de vous montrer un peu l'envers du décor, vous dévoiler un petit peu la façon dont on construit des formations. Les compétences visées, pour s'assurer qu'on soit bien sur les verbes d'action, sur la taxonomie de Bloom, pour ceux qui sont un peu experts, et on n'a pas le temps de le préciser ici, mais c'est d'être sur des compétences qui sont exprimées sous forme de « je suis capable de ».
pour être plus précis, on aurait même pu mettre à l'issue de la formation, moi, en tant qu'apprenant, je suis capable de. Et donc ça va vous permettre, en fait, d'ailleurs, d'une part, de mettre un verbe juste après, a priori, si vous suivez cette phrase-là. Et puis en général, c'est un verbe que vous avez précisé. C'est pas juste je suis capable d'être coffreur-bancheur, c'est je suis capable de réaliser des banches sur un chantier. Auprès de clients, je ne sais pas, vous avez précisé, ça, on va commencer à mettre un petit peu d'éléments techniques, on va faire le lien avec le référentiel de compétences, bien sûr, pour pouvoir dire, voilà, maintenant, si l'apprenant, à l'issue de la formation AFEST, il est capable de, patati patati patata, et bien derrière, ça va vous permettre, vous verrez, de l'évaluer, de s'assurer que vous mettez les bons moyens, et puis d'être extrêmement concret avec le formateur, avec l'apprenant, sur effectivement la capacité à réaliser. D'accord ? Donc voilà, d'exprimer effectivement ce dont l'apprenant sera capable à l'issue de la formation, de proposer des verbes d'action. Et pour une AFEST, nous on recommande d'avoir 3 à 6 compétences exprimées de cette façon-là. 3 à 6, je suis capable de, et vous complétez la suite, pour pouvoir avoir une AFEST plutôt bien proportionnée. Si vous avez plus que 3 à 6 compétences que vous visez, nous on vous conseille, ce que j'évoquais en introduction, d'avoir des blocs de compétences. Si à l'inverse vous en avez moins, probablement qu'il faudra aller soit plus dans le détail, soit regrouper ces compétences-là avec d'autres compétences, d'accord, pour avoir un minimum de quelque chose à se mettre sous la dent. Voilà ce que moi j'avais à vous présenter sur la FEST. J'ai tenu les timings, je regarde sur la droite parce que c'est là où j'ai l'heure, il est 9h59. Est-ce qu'il y a quelques questions avant qu'on soit en sous-groupe? Je vais vous expliquer comment ça se passe. Des choses à clarifier en sachant que, avant que vous nous en posiez si vous en avez, je vous précise juste qu'on va avoir donc un temps en sous-groupe. Hein. Vous êtes une vingtaine de personnes, on va faire des groupes de 4 personnes. Donc je vous inviterai à ce moment-là à remettre votre micro, à remettre votre caméra parce que ce sera plus ludique. Moi je passerai dans les différents groupes pour voir un peu ce que vous vous dites. Mais sur lesquels je vais vous expliquer ce qui se passera. Mais l'idée, c'est de faire à la fois connaissance et de pouvoir échanger un peu plus concrètement sur le sujet de la FES, que ce soit parce que vous avez déjà commencé à travailler dessus ou à l'inverse, pas du tout, et que ça vous intéresse aussi, vous avez des questions. Et il y aura, quand on aura fini cela, avant donc 10h45, un temps où on se retrouvera tous ensemble, vous pourrez déposer des questions si vous n'aviez pas les réponses au sein du groupe ou si j'ai pas pu y répondre à ce moment-là. D'accord? Donc, je vais prendre là les quelques questions de manière assez brève parce qu'on aura encore un temps de questions par la suite. Je vois Sabine, vous avez levé la main, je me permets de vous appeler par vos prénoms. On vous écoute, Sabine. Bonjour. Donc, je m'appelle Sabine Dem, je suis responsable formation dans un groupement d'employeurs et moi j'ai essayé de monter la FEST il y a 6 mois. Bon, ça a été un petit peu compliqué parce qu'on a dû le faire en 2 temps, 3 mouvements et donc c'était impossible à mettre en place. Je voudrais juste savoir au niveau du taux de prise en charge des OPCO, est-ce que les OPCO ont des taux différents ou est-ce qu'on est sur les mêmes bases de prise en charge? On est a priori sur des mêmes, à peu près des mêmes montants de prise en charge. En général, ils peuvent prendre en charge donc l'accompagnement par un tiers facilitateur, comme je vous l'évoquais, mais au-delà de ça, et c'est ça qui va vous intéresser, je pense, c'est aussi la prise en charge d'une partie du salaire des apprenants. Oui. Et donc là, on va être sur des taux horaires qui peuvent être dépendants, bien sûr, du niveau de l'apprenant, qui peut être légèrement variable de notre retour d'expérience d'un OPCO à l'autre, et qui va varier entre, nous on a vu entre 7 et 15 euros de l'heure qui était prise en charge, en général, par apprenant. D'accord. Donc on a ces montants-là qui sont pris en charge. Je vais les revérifier après parce que je ne les ai pas là par cœur. Mais globalement, voilà, en tout cas, on a des prises en charge qui sont variables, mais qui sont en tout cas réelles sur le niveau de salaire, suivant les postes, suivant les niveaux de salaire des personnes. D'accord. C'est qui votre OPCO? Constructis, je suis dans le BTP, donc les coffres bancheurs, je connais bien. Je vais vérifier parce que justement j'ai eu un cas avec Constructis, donc je vous redonnerai la réponse plus spécifique de ce qu'on a eu nous comme retour sur Coffreur Bancheur pour pas vous dire d'ânerie bien sûr, mais en tout cas voilà, c'est normalement c'est cette partie-là qu'on peut prendre en charge, une partie du salaire, éventuellement aussi du salaire du formateur et éventuellement aussi si vous avez des frais de salle par exemple, parce que voilà ça peut pas se faire dans vos bureaux, c'est le genre de choses que vous pouvez qui peuvent être éligibles. L'arrêté, alors Constructis c'est plutôt, je l'évoquais tout à l'heure comme plutôt assez avancé, plutôt assez investi sur le sujet. Nous, on travaille beaucoup avec eux sur cela. Je vous redonnerai, moi, les retours d'expérience qu'on a eu justement sur les coffreurs bancheurs pour ne pas vous Je dire veux bien. choses qui seraient fausses. Je veux bien. Et vous évoquiez que, en fait, normalement, c'était des formations plus ou moins courtes. Du coup, vous estimez à combien le temps maximum de la feste? Pour coffreurs bancheurs, par exemple, justement, ou ça dépend Non, de... enfin, en général, parce que nous, on avait essayé de monter une AFES, mais on a voulu mettre 140 heures de formation, mais on trouvait que c'était quand même beaucoup. Bah, en fait, 140 heures, nous, on trouve que c'est bien, mais dans ces cas-là, c'est plusieurs AFEST.
Ça aurait tendance à être Oui. une AFEST spécifique sur la partie Oui, sécurité, modulaire. une AFEST spécifique sur, je ne sais pas, la proximité, enfin l'échange client, une AFEST spécifique sur un point technique. C'est plutôt comme ça qu'on va le faire. Hein, D'accord, 140 heures, ça ne vous paraît pas incohérent? en parcours, non. Hein, en plusieurs petits blocs. D'accord, très bien. Plutôt comme ça qu'on le ferait. Merci. Avec plaisir. Puis il y aura peut-être d'autres questions après et j'y répondrai. Puis je vais regarder les montants qu'on avait pu voir. Je vois, alors, j'ai pas le prénom, monsieur ou madame Weiss, je sais pas comment on dit. Oui, Jérôme Weiss. Bonjour, Jérôme. Je suis responsable ressources humaines de la société Le Napage, entreprise de transformation papier-carton. Et ma question est la suivante. Est-ce que le formateur AFEST doit obligatoirement avoir suivi une formation de tuteur? Alors, de manière extrêmement claire, non, pas de manière obligatoire. Après, de manière recommandée, si vous sentez que c'est quelqu'un qui ne connaît pas bien ou ça va lui faire du bien. Mais en tout cas, il n'y a pas de notion d'obligation. Si la question c'est obligation, la réponse c'est non. Si la question c'est recommandation, bah, c'est vous qui connaissez en général vos formateurs internes. Il y en a qui s'estiment être très bons en formation interne, mais en fait, vous ne le sentez pas plus pédagogue que ça, bah, il faut réussir à le convaincre de l'envoyer. Et puis, si c'est une personne qui n'a pas du tout d'expérience sur le sujet, j'aurais tendance à vous proposer quand même cela, parce qu'on va commencer à être, vous voyez, c'est pas que l'accompagnement en tant que tuteur, on peut le faire encore un peu de manière informelle, même si là j'aurais tendance aussi à vous recommander des formations courtes sur le sujet. Là, on va commencer à rentrer quand même dans des sujets assez pointus. Hein, ce que vous voyez encore à l'écran autour des compétences visées, je suis capable d'eux. Ça devient des objectifs pédagogiques. Il faut que le formateur comprenne ce qu'il y a derrière. Hein. Donc voilà, c'est recommandé fortement si vous sentez qu'il y a des gens qui sont éloignés de ça, de le faire. Mais ça n'est pas du tout une obligation. Ça ne l'est pas pour le moment. J'ai souvent la question. Il est possible, donc c'est un texte de loi qui évolue. De ce que j'ai comme connaissance, je ne suis pas dans les petits papiers de l'Assemblée nationale. Toujours est-il que nous, on ne voit pas venir ça pour le moment, mais ça serait possible, entre autres en lien avec les obligations Calliope que les organismes de formation ont, et que du coup, les organismes de formation de dire, mais attendez, ça nous fait concurrence là, la FEST, hein, si certains voient cela comme ça, de dire, attendez, il faut qu'on ait des gens qui soient mieux formés, au moins qu'on puisse former les formateurs. Donc à ce titre-là, ça pourrait revenir, mais pour l'instant, à l'instant T, ça n'est pas une obligation. D'accord. Notre société relève de l'OPCO2I que vous avez cité. Oui. J'ai sollicité ma correspondante à ce titre-là, alors pas forcément sous le vocable d'AFEST, mais pour de la formation interne. Elle m'a renvoyé tout un tas de documents, alors déjà sans avoir les originaux à pouvoir compléter, ce qui est un peu gênant parce qu'il faut tout refaire. Et en plus, documents en quantité qui sont plutôt de nature rébarbative. Quand vous dites un organisme facilitateur, moi je mettrais un petit bémol en ce qui nous concerne, en tout cas vis-à-vis de l'OPCO2I. Ah oui, ça c'est nous les facilitateurs en général. Les OPCO, les OPCO, bah, voilà, je vous disais, il peut en plus y avoir des fois des organisations très centralisées ou à l'inverse très régionales. Et donc du coup, suivant les cas, ça peut être aussi lié à des personnes. Mais les OPCO connaissent plus ou moins bien le sujet. Donc là, ça dépend des éléments. Je vous inviterai, Jérôme, à la fin. Donc il y a un très rapide questionnaire. Vous verrez qu'on ne va pas vous prendre trop de temps là-dessus, mais pour qu'on voit aussi ce que vous avez pensé de ce temps d'échange du matin. Mais entre autres, une zone de commentaires libres. Je vous invite juste à mettre un petit quelque chose qui s'appelle diagnostic. Vous mettez juste le mot, vous demandez voilà, demande de diagnostic. Nous, on a des fichiers qui sont assez courts, qui permettent d'être un peu plus, d'aller un peu plus dans des niveaux précis concernant votre structure pour voir là où vous en êtes et ce qu'il vous resterait à faire. Et puis nous, on peut en tout cas vous apporter aussi quelques éléments si vous le souhaitez suite à ce temps de webinaire. Mais votre OPCO2I, normalement, ils connaissent quand même plutôt bien le sujet. Nous, on travaille pas mal avec eux. Voilà, peut-être lié à la personne ou peut-être qu'ils n'ont pas bien compris votre besoin, mais normalement, ils doivent être capables de vous donner ce premier niveau de conseil. Ça, c'est la théorie. Et puis sinon, il y a des gens très bien comme Sémaphore et d'autres aussi, honnêtement, qui peuvent le faire pour vous faciliter ça si vous le voulez. Et si vous êtes une structure de moins de 300 salariés, oui. Jérôme, vous voyez, normalement, en plus, ça peut être pris en charge sur... ça dépend des OPCO, mais entre 5 et 8 jours de conseil, honnêtement, entre 5 et 8 jours de conseil, on peut faire quand même abattre déjà pas mal de travail. Hein. Donc voilà, ça peut être aussi une façon d'y répondre, que eux, s'ils sont pas à l'aise, ils passent vite le relais, et vous, il y a juste un peu ces documents pour avoir la certitude de la prise en charge, mais ça peut être une façon d'y répondre si vous le souhaitez. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a une ou deux questions encore avant, ou est-ce que ça vous va si on part sur le mode petit groupe pour échanger entre vous? Sabine, vous avez une nouvelle question. Vous évoquiez entreprise de moins de 350 salariés, la prise en charge par l'OPCO d'un cabinet de conseil. Est-ce que vous faites partie de vous êtes référencé auprès des OPCO? Oui.
Oui, bien Et sûr. Constructis, c'est Île-de-France aussi ou pas? Oui, ouais, Constructis toute Ok. France. Et puis après, pas tous les OPCO, mais la majorité. Puis suivant les OPCO, il y en a certains où c'est un référencement formel. Si on n'est pas dedans, vous n'êtes pas pris. Donc dans ce cas, vous ne pouvez pas passer avec nous si on n'en est pas. Et puis certains où c'est moins formel, ils ont juste besoin de s'assurer. Voilà. Mais en tous les cas, oui, Constructis, Île-de-France, oui, D'accord, sans merci. difficulté. Je vous propose dans ces cas-là de passer sur un rapide temps d'échange entre pairs, temps de un tout petit peu moins peut-être que 20 minutes, je vais vous le repréciser. L'idée, c'est encore une fois, en tout cas, de la philosophie nous qu'on avait de ces temps de petit déjeuner RH, qu'on appelle maintenant réveil RH, c'est aussi de voir tous ces gens souriants dans dans leur écran. Là, évidemment, quand on est sur le temps un peu plus du partage de l'expertise, c'est un peu plus descendant, donc on a un peu moins la possibilité, mais j'espère que ça vous apporte déjà quelques éléments de réponse. Mais l'idée là, c'est que vous puissiez rallumer donc les caméras et les micros. Vous allez être en groupe de 4 personnes pour pouvoir faire un rapide tour de table. À qui suis-je, moi, quelle structure je représente, quels sont les sujets. D'avoir aussi quelques échanges. Alors, je vous invite à prendre juste quelques notes parce que ça, vous malheureusement, après, Teams ne nous permet pas de continuer à vous le montrer quand vous serez en petit groupe. Mais voilà, en gros, est-ce que, une fois que vous avez fait ce rapide tour de table, est-ce qu'on se sent prêt à mettre en place la fest? Quels sont les avantages et inconvénients que je vois pour ma structure, hein, pas en général? Est-ce que je suis clair sur les étapes concrètes ou est-ce que j'ai encore des questions? Et justement, l'idée, c'est qu'à la fin, vous puissiez revenir aussi avec des questions spécifiques, peut-être une par groupe au moins, et peut-être que c'est un peu plus si c'est des questions rapides, on pourra aussi les traiter. Mais voilà, qu'on puisse échanger là-dessus et répondre concrètement aux différents sujets que vous pourriez avoir. Est-ce que ça vous paraît clair et possible? Oui. Oui. Alors, Oui. je vais Oui. répartir, c'est automatique. Donc, je me permets de préciser que n'y voyez pas de façon d'organiser quoi que ce soit. C'est Teams qui choisit. Je ne connais pas l'algorithme de Teams qui permettra d'avoir des groupes petites instances pour échanger là-dessus. Il est 10h09 à ma montre. Si ça vous va, voilà. Si on va quand même se laisser 20 minutes, à 10h30, on reprendra ensemble, ce qui nous laissera un quart d'heure pour respecter les timings qu'on s'était dit, pour pouvoir prendre éventuellement les quelques dernières questions-réponses que vous pourriez avoir suite à cet échange-là. Je me permets de le préciser tout de suite, hein. Je l'ai évoqué à quelques reprises. Nous, il y aura un rapide questionnaire pour vous nous disiez ce que vous en pensez. Si toutefois on n'a pas pu aller assez loin et que vous avez besoin d'en savoir davantage, mais nous, on sera ravis de reprendre contact évidemment avec vous par la suite par rapport à ça. Alors attendez, je vois juste que il faut que je finisse les salles. Tac. Vous allez avoir une invitation dans les salles, du coup, à vous diriger avec un petit groupe. En fait, on n'est même pas si nombreux que ça, donc ça va être avec 2 ou 3 personnes. Vous ne serez pas très très nombreux, mais ça permettra un échange d'autant plus qualitatif. Je vous invite alors, parce que on sait malheureusement que dans ces temps de conférence, des fois, il y a un petit email qui passe ou un appel. Je vous invite vraiment à vous reconcentrer pour pouvoir avoir un échange de qualité avec les autres. À remettre votre caméra et à pouvoir vous concentrer un instant sur les collègues, on va dire ça comme ça, sur les pairs, pour pouvoir voilà, échanger sur le sujet. Donc normalement, vous devriez recevoir une petite proposition à rejoindre, un petit pop-up à rejoindre une salle 1, salle 2 ou salle 3. Et donc soyez attentifs sur les horaires. Moi, je reviendrai vous le dire directement en salle, mais à 10h30, Teams vous fait revenir assez soudainement. Donc des fois, ça fait couper un petit peu les conversations pour qu'on puisse se rejoindre de l'autre côté. À tout de suite. Et pour la prise en charge de l'enregistrement, c'est forcément à cet instant qu'on va couper parce que vous n'allez pas pouvoir profiter du temps en sous-groupe. Je vous remercie d'avoir suivi aussi cette visioconférence Réveil RH. Je suis bien sûr à votre disposition pour toute question. Vous recevrez et le support de formation d'une part et le rapide questionnaire où évidemment on ne pourrait pas forcément aussi bien vous prononcer sur les différentes questions, mais ça peut être l'occasion, si vous le souhaitez, d'investiguer un peu plus ensemble le sujet de la FEST. Et l'équipe Sémaphore et moi en particulier sommes à votre disposition par rapport à ça. Merci beaucoup.